I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo de Justice League, qui n'aura pas de deuxième partie, mais nous on fait une deuxième partie. Alors on a fait une vidéo pour parler de pourquoi c'est bien ou pas bien, sans spoiler, donc on a largement exprimé notre avis dans les grandes lignes sur notre ressenti et tout ça. Et là on va rentrer dans le détail, donc on va vraiment rentrer spoiler comme des porcs, on va revenir sur plein de scènes, plein de personnages, sur ce qu'on trouve globalement de décevant, frustrant et un petit peu raté. Et je te propose Simon de commencer par Cyborg, qui est donc le gros truc de ce film qui a été rajouté et modifié. Absolument, c'est quelque chose qui a été, on va dire, teasé, annoncé aussi bien par l'acteur Ray Fisher que par Zack Snyder depuis des mois, sinon des années, sinon des siècles. Alors en fait, tout ce qui se passe, c'est que maintenant, Cyborg a une vraie backstory, un vrai parcours digne de ce nom, parce que dans le film de Joss Whedon, il était un peu posé là, on nous disait vite fait, et je crois que ça se jouait en un plan quasiment à peine, que bon, il a eu un accident, on l'avait mélangé avec la Mother Box, hop là, bim bam boum. Et donc là, on a droit à plusieurs flashbacks dans lesquels on va découvrir ce qui lui est arrivé. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un génie de l'informatique et un génie de ses études, il est donc dans une fac américaine. Un grand sportif aussi. Et voilà, et en plus un grand sportif, il joue évidemment au football américain, mais il a sous la neige au ralenti, n'oublie pas. Oh là 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 là. Et il a un gros traumatisme, c'est que papa n'est pas venu le voir à son match. Et voilà. Et donc du coup, papa n'est pas venu le voir à son match, donc il parle à sa maman qui doit absolument le consoler dans la voiture. Et résultat, accident de voiture, maman morte, lui découpé, papa le mélange à la Mother Box, bim bam boum, c'est Cyborg, qui est donc de mauvaise humeur. Et en fait, voilà, le problème c'est que il y a de la matière, il y a de la chair, si j'ose dire, maintenant sur ce robot, mais je trouve qu'elle est souvent un peu famélique. Je vais prendre quelques petits exemples très précis. Il y a une des premières séquences de ce flashback, c'est la mère de Cyborg qui vient voir un responsable de la fac dans laquelle il est, et pour t'introduire que le type était déjà doué en hacking avant de te mélanger à la Mother Box, le prof ou le responsable, le CPE on va dire, fait mais attendez, vous vous rendez compte, votre fils de ce qu'il a fait, il a changé les notes d'une élève et tout machin nanana, il est rentré dans notre base de données, il a piraté la fac pour monter les notes d'une de ses camarades, et sa mère lui fait mais il a fait ça parce que c'est une élève qu'il trouve très méritante, il a un grand cœur. Et là tu vois le CPE qui fait en fait, tout est exactement sur cette ligne, c'est-à-dire qu'on va toujours expliquer, les mises en situation sont vraiment hyper maigres, c'est vraiment deux personnages sont là, il faut exprimer, il faut expliquer, donc on va faire dire à quelqu'un qu'il a des grands pouvoirs, on va faire dire à quelqu'un que son papa il est pas là, on va faire dire à quelqu'un que sa maman elle est morte, on va le mettre en scène histoire de doubler, on va le mettre au ralenti, tout est tout le temps surligné, et on peut le voir aussi quand il se retrouve dans cette espèce d'univers à l'intérieur de lui, où on peut voir l'étendue de ses pouvoirs, où une voix commence à dire qu'il a des pouvoirs immensément immenses, potentiellement très dangereux, mais c'est ce qu'on nous exprime, pas ce qu'on nous montrera, et on le voit utiliser son pouvoir pour sauver une pauvre maman serveuse, célibataire, quasiment mise à la porte, expulsée de son appartement, et il lui met plein d'argent sur son compte parce qu'il est très gentil. On est vraiment sur ce degré de finesse pour dire que attirons la sympathie, montrons qu'il est gentil, il va sauver une pauvre femme dans la détresse. Oui, voilà, on est quand même dans un film qui t'explique que les super-héros font la super-aumône. Et ça peut poser plein de questions, on va dire, morales et politiques, mais surtout, c'est assez foireux, quoi. Oui, en plus, on te dit qu'il pourra vraiment renverser l'ordre du monde, et en fait, on te dit juste qu'il va sauver une femme, alors qu'il pourrait juste foutre en l'air l'économie mondiale. En fait, globalement, voilà, le problème du Cyborg version 2017, c'est qu'il avait trop peu, et là, c'est presque qu'il a trop, et que finalement, tout est un peu survolé, et que son grand destin, ses grands pouvoirs, finalement, ils sont surtout dit plus que utilisé et mis en scène dans l'action. Ben oui, parce qu'il accouche toujours d'une souris, c'est-à-dire que Cyborg, voilà, on te l'introduit en te disant genre tes pouvoirs sont illimités. Résultat, il merdouille dès qu'il doit réussir à pirater un truc, et quand enfin il rentre dans la Mother Box, là t'as droit au truc le plus cliché du monde, tu sais, c'est quand le méchant ou le mal prend l'apparence de tes proches pour dire rejoins-nous dans la félicité. Ouais, c'est vraiment un moment où je me suis dit mais c'est illégal ce qui se passe. Moi, le seul truc que j'aime bien du côté Cyborg, c'est le rôle de son père qui a maintenant un truc à faire. Alors au moment où la dernière Mother Box est volée, qu'elle tombe sur la voiture et que normalement il se retrouve juste à dire ah elle est volée, maintenant il y a une scène en plus, il se sacrifie non pas pour détruire et essayer de détruire la Mother Box comme il pense, mais pour aider les héros à la retrouver plus tard en la surchargeant d'énergie pour qu'elle soit visible sur les radars. Ce qui est pas mal puisque déjà ça fait un clin d'œil à Watchmen puisqu'il y a encore quelqu'un qui est désintégré de manière dramatique dans une cage. Avec un effet très proche. Avec un effet très proche clairement. Et puis ça résout un gros problème du film de 2017 puisqu'il passe simplement pour des teubés à voir cette boîte en train de voler, d'être volée, et Cyborg se retrouve avec un grand moment dramatique de Dad, no en ralenti comme on a dans tous les films un peu pourris. Mais en tout cas, ça lui donne un peu d'émotion, un peu de chair. Et
C'est fait avec des gros sabots, mais globalement, Cyborg s'en sort avec un petit peu plus de... En fait, on peut en discuter, tout simplement, et dire que c'est pas bien, alors que dans la version 2017, on n'avait pas grand-chose à dire. Absolument, il y a de la matière. Mais tout comme il y a un peu plus de matière avec Flash, notamment avec ses pouvoirs. C'est-à-dire que dans la version de 2017, les pouvoirs de Flash, en gros, c'était vraiment de se transformer en espèce d'élastique filmé au ralenti et de faire des blagues pourries à des pauvres citoyens russes qui avaient été pris en otage par Joss Whedon pour tourner dans son film. Et il sauvait des individus, et il sauvait rien de plus souvent dans la situation. Il sauvait Wonder Woman et son épée, il sauvait la famille, il sauvait le papa dans les escaliers, mais finalement, ses enjeux étaient quand même très moindres, alors que, visiblement, il peut faire plus. Hein. Il était toujours satellite, il participait jamais à l'action. Et là, dès la séquence de résurrection de Superman, on introduit, alors après moi ça me pose un petit problème, mais on introduit sa capacité, tout simplement quand il va plus vite que la lumière, à remonter le temps. Et alors, le truc c'est que c'est pas vraiment remonter le temps pour le reste du monde, c'est lui qui voyage dans l'espace-temps, et la représentation, la mise en scène, même si c'est pas mal foutu, te laisse entendre que en fait le fait qu'il court fait remonter le temps pour tout le monde. Ce qui est discutable, mais au moins esthétiquement c'est assez sympa, c'est plutôt bien fait. Oui, puis ça lui donne une puissance de feu qui du coup sera utilisée dans le climax, puisqu'encore une fois il remonte le temps. Ça c'est la grosse nouveauté du climax, c'est que les héros perdent pendant 30 secondes. Voilà. Ils perdent parce qu'en fait les Motherbox sont réunis, sont synchronisés. Du coup Darkseid arrive et d'un seul coup il y a une déflagration et alors on comprend un peu en retard parce que je trouve pas ça très clair moi dans l'image, parce que pour le coup là il aurait pu faire un ralenti un peu plus clair pour qu'on comprenne que c'est la merde. Il fallait faire un ralenti, c'est clair, il fallait montrer que tout le monde meurt, mais on comprend finalement rétrospectivement qu'en fait c'était perdu et Flash remonte le temps, réussit à remonter de quelques instants pour empêcher la synchronisation, aider Cyborg, ce qu'il avait raté juste avant, et on voit qu'en fait il a un rôle décisif dans le climax, et que donc Flash, de la même manière qu'on a pu le voir dans Batman vs Superman, qu'il avait un pouvoir de remonter le temps et d'aider vraiment, de donner les clés aux gens au bon moment, là il a vraiment le pouvoir ultime, c'est-à-dire que dans le climax, c'est Superman qui sauve la situation, et il y a surtout Flash qui sauve tout le monde. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, et puis surtout, ça l'impose comme le seul qui a un pouvoir, non pas plus puissant que Superman, c'est pas le terme, mais un terrain sur lequel Superman ne peut pas aller. Sauf dans les Superman de Richard Donner, puisque c'est ce qu'il faisait pour sauver Margot Kidder. Oui, c'est vrai. Mais voilà, au moins, ça le différencie un peu des autres, et c'est intéressant. Et puis surtout, je dirais, si tu veux, moi qui globalement, je veux dire, si le Justice League était un film, si le film était une personne, je ne lui pisserais pas dessus pour l'éteindre s'il prendrait feu, mais néanmoins, dans cette séquence, il y a quand même un truc que je trouve assez incroyable. C'est la seule séquence où vraiment je vois un effet spécial, un moment que je trouve beau. Les pieds, les jambes de Flash qui avancent et qui font se reconstruire le sol sous les pieds. Je trouve que l'idée est belle, je trouve qu'elle est un peu poétique, puis techniquement elle est bien faite, quoi. C'est un des rares moments, je trouve, où le film coche toutes les cases qu'il doit cocher. Et comme tu dis, c'est normal, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de prendre la mesure de l'échec qu'ils viennent de subir, parce que vraiment c'est assez mortel comme effet, quoi. En plus, il n'y a que lui qui le sait, et on commence à adresser qu'il a une solitude liée à son pouvoir de « En fait, les gars, vous avez perdu, mais je vous ai aidé, bon allez, salut ». Autre personnage qui est assez intéressant à remettre en avant, c'est celui de Superman. C'est clairement pas celui qui s'en sort le mieux, alors que pourtant, malheureusement, ça aurait dû être le cœur, l'âme du film, puisque son absence est vraiment omniprésente et pèse sur tout le monde. Son retour, c'est un énorme enjeu qui est la plus explicité, puisqu'on comprend via la backstory sur les pouvoirs des Motherbox qu'en fait, le pouvoir des Motherbox, il est immense mais potentiellement très dangereux parce qu'il obéit à des règles qui sont pas celles de l'humain, pas celles des héros. Donc on sent qu'il y a un vrai dilemme pour la Justice League de est-ce qu'on utilise ça pour créer un monstre pour détruire le monstre, sachant que ce monstre va peut-être être pire, ce qui est donc toute la vision du Nightmare et tout ça. Mais globalement, je trouve ça hyper décevant parce que il n'y a pas l'émotion. Parce que je ne sens pas à quel point pour les personnages c'est un moment charnière, je sens pas que c'est pas suffisamment exploité après étiré comme tu le disais dans la précédente vidéo qu'il faut absolument regarder, qu'il y a quand même 1 heure entre sa résurrection, enfin quasiment 1 heure entre sa résurrection et son retour, et pendant tout ce temps-là on se dit pas mais les gars vous avez passé un long moment à prendre une décision lourde de sens pour le réanimer, finalement il est pas là, il s'envole avec Loïs et vous passez à la suite, bah non en fait ça c'est vraiment l'enjeu principal du film. Et puis, au moins vous devriez signifier que ça vous pose un problème, genre on sait pas où il est, on a combien de le retrouver, tant pis allons-y, mais vous pouvez pas dire genre allez Balek bonne bourre, c'est impossible. Et puis, il y a un autre problème, tu vois, alors Dieu sait que le film de Whedon est mauvais, il n'empêche, il s'ouvrait sur cette espèce de pré-générique avec une petite musique de pop, un petit remix, une cover de classiques de standard de la musique populaire, et où on te montrait partout dans le monde des gens en deuil, des gens pleurant, des gens hurlant de désespoir devant la mort de Superman. Bah mine de rien, ça avait un effet, c'est que tu acceptais, tu recevais l'idée que le monde entier était en deuil. Là, il y a que le truc à Londres avec le cycle de Superman, mais c'est vrai qu'on le sent moins. Et là, il y a un moment, vers la moitié du film, on te dit mais le monde est en deuil. Tu fais ah bon? Et en fait, dans ce monde-là du Snyder Cut, t'as l'impression qu'ils sont 25.
en fait, tu vois plus du tout l'humanité exister, t'as quasiment plus de... Je crois que j'ai même pas souvenir d'un plan dans une rue, tu vois des gens exister, donc c'est vrai que c'est un monde un peu mort. Et même quand on arrive au moment de la résurrection de Superman, son costume noir tant attendu, je trouve que même tout ça, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Je ne sens pas... Tu vois, il y avait une émotion dans Man of Steel quand il se reconnecte à ses origines, quand il se retrouve dans son vaisseau, quand il reprend le costume, quand il repense à son père. Là, j'ai pas ressenti cette émotion. Et encore une fois, je trouve que c'est hyper dommage, c'est une occasion manquée parce que c'était le truc le plus beau de ce film. C'était que Superman est mort et en même temps, le monde essaie de continuer, il essaie de réanimer, ça devient un ennemi et tout ça. Et en fait, bah non, c'est... Et rien que la scène de sa résurrection, quand après il revient et tape ses copains, elle est aussi dégueulasse que dans la version de 2017, quoi. Mais rappelons que c'est la même, que les effets spéciaux n'ont pas été améliorés, ils ont juste rajouté au milieu de la scène une petite joute en plus qui avait été virée. Mais... Ils ont changé la fin, la manière dont l'interaction avec Bruce Wayne se passe, et ils ont changé la moustache gate parce que du coup il y a plus le même dialogue entre eux. Et l'apparition de Lois a plus de sens parce qu'il y a quelques trucs qui ont été rajoutés, donc c'est un petit peu rafistolé, mais globalement c'est toujours avec un ralenti d'Henry Cavill qui regarde ce ralenti, et c'est toujours un petit peu ridicule, c'est un peu en plein jour donc c'est moche. Et il y a beaucoup de choses sur Superman qui sont décevantes, et il y a que à la fin et là on en revient un petit peu, on enchaîne avec Steppenwolf, où comme le climax est repensé avec Steppenwolf, le rôle de Superman arrive toujours comme le Deus Ex Machina qui sauve tout le monde, mais il a un peu plus à faire, il prend un peu plus de plaisir, c'est un peu moins ridicule, et les interactions, l'espèce de gros mix où tout le monde se tape dessus, Superman a un rôle un peu plus amusant, il y a plus de communion avec Cyborg, mais c'est quand même trop maigre, c'est vraiment la fin du film, c'est pas ça que je voulais, moi je voulais plus de Superman, je voulais que vraiment il assume à quel point c'est une tragédie, une sorte de moment fou quoi pour tout le monde. Bah, puis tu vois, puis on nous a quand même teasé le costume noir qui est censé être un truc important symboliquement, visuellement, esthétiquement pour Superman. Là littéralement c'est Superman qui revient donc dans la forteresse de la solitude, qui comme tu l'as dit est vraiment filmé de la manière la plus plate, et je veux dire c'est le Pretty Woman dépressif des super-héros, il appuie sur un bouton, il y a les costumes qui sortent et il fait genre toi non, toi non, toi non, toi vendredi soir, allez le costume noir, et vraiment t'es là, il fait genre ah bah dis donc c'était bien la peine de nous le promettre celui-là, ouais. Ça m'a terrifié quoi. Mais ceci dit, le climax en lui-même est meilleur, hein, il est nettement moins nul. Ah bah clairement, moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est que, alors rappelons que dans le film de 2017, dans la bouse de 2017, Steppenwolf était vaincu parce que il commençait à avoir peur, parce que Wonder Woman et Aquaman étaient très méchants. Et donc il a été bouffé par ces paradémons à la con là, et c'était la fin du film avec l'idée que Darkseid en fait il pouvait être méchant. Là clairement c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque Steppenwolf est un vrai antagoniste, donc il leur fout bien sur la gueule des coups, et c'est uniquement grâce à l'union de tout le monde et au final les coups de poing de Superman qu'il est vaincu, ratatiné, qu'une de ses cornes est coupée, et au final il est décapité, renvoyé dans la dimension de Darkseid, et tout le monde lui a un peu foutu un pied dans la gueule avec décapitation express de Wonder Woman au ralenti, ultra ralenti au dernier moment. Donc il y a vraiment la sensation que, ouais, à la fin du film, la Ligue des Justiciers est formée, qu'il y a une communion, qu'ils ont ratatiné le premier boss et que maintenant on attend le niveau d'après. Donc c'est un peu plus satisfaisant, puisque dans le film de 2017, ça ne l'était absolument pas. Oui, et puis il y a aussi un truc qui était absent du film de 2017, c'est qu'au moins, tu vois, j'ai beau ne pas être fou des chorégraphies, etc. Néanmoins, quand ils se tapent sur la face, t'as l'impression que ça leur fait mal. C'est con, hein, mais même Steppenwolf, même si tu sens que tant que Superman n'est pas là, ils sont pas prêts de le défoncer. Néanmoins, voilà, quand on lui met un coup de boule, il l'encaisse. Quand je te tape, ça te fait mal. Et là, tout d'un coup, bah, c'est bête, mais les combats ont donc plus de physicalité, plus d'enjeux. Je suis d'accord. Autre truc dont on avait parlé dans la première vidéo, regardez-la, elle est vachement bien, c'est l'humour. Alors maintenant, on peut parler en détail des aberrations. Alors moi, j'ai envie de citer en premier le fait qu'un scientifique commence à parler de sa blague sur son érection de balle de promo pendant un exposé scientifique avec le papa de Cyborg. Ça, c'est un grand moment de n'importe quoi. Je me suis dit, mon Dieu, Joss Whedon limite refait un script doctor parce que là, c'est pas possible. Oui, alors celle-là, elle est très malaisante, et c'est souvent ça le problème de cet humour, c'est comme il arrive comme un cheveu sur la soupe, comme il est pas pris en compte par la mise en scène, c'est-à-dire que rien ne t'indique ou ne veut surligner, maximiser l'effet des blagues, littéralement, tu ressens un grand malaise. Moi, le grand moment de malaise, ça a été le moment où on est arrivé dans le Snyderwurst, c'est-à-dire lorsque ce pauvre Flash donc va sauver celle qui s'avère Iris. Alors là, c'est une scène où pour moi rien ne va. Déjà, il va lui se présenter en entretien d'embauche. Il commence à faire des blagues, mais des blagues, je veux dire, enfin. Ah non mais un type à qui tu fais passer un entretien d'embauche fait ça, tu appelles la police déjà. Oui, puis ça raconte rien sur le personnage, ça veut juste montrer encore une fois que c'est un petit rigolo, qu'il est drôle, qu'il essaie d'échapper à son malaise social avec des blagues, mais on a compris, bordel, arrêtez de le mettre en scène comme ça, parce que là cette scène ne raconte rien de A à Z. C'est ça. Pendant ce temps, tu as donc Iris qui passe en voiture, ils se regardent à travers la fenêtre, ils ont une espèce de coup de foudre, parce que évidemment quand tu vois passer quelqu'un en voiture du sexe opposé, t'as souvent le temps de te dire genre je te rentrerai bien les poils. Ils se sont croisés dans la c'est vrai. Avant. Et du coup il y a tellement d'échanges de regards qu'il faut qu'on comprenne qu'un coup de cœur ça arrive comme ça. Depuis le début de cette séquence,
on te tease un chauffeur de camion, qui en plus, son design n'a aucun sens, il sort des années 50 avec son bleu de travail, son Marcel, son burger qui fait tomber dans sa cabine, il se baisse, mais le type roule 50 km au milieu de Central City. C'est une parodie City. de Femme Fatale de Palma, quoi. Mais c'est exactement ça, et vraiment tu te dis genre mais le type a déjà dû écraser une quarantaine de personnes avant d'arriver là. Et donc, il tape un vendeur de hot dog qui tape la voiture d'Iris. Bref, là, évidemment, notre ami Flash va intervenir. Et là, ça devient complètement absurde. C'est-à-dire que tu as un plan pour nous montrer que quand il va très vite, ça déchire ses chaussures et ses chaussettes. Ok, mais genre, j'ai envie de dire, mais je n'en ai rien à battre. Et là, donc, il arrive devant Iris qui, forcément, comme il va très vite, on a l'impression qu'il a ralenti le temps, mais c'est juste que nous sommes à sa vitesse. Et donc Iris qui est en train de flotter en l'air et qui, comme je l'ai dit, elle a été percutée par un vendeur de hot dog, vole entre les knackis. Et là, il y a ce moment incroyable de gêne où après lui avoir lentement caressé les cheveux, il lui retire une knacky sous le visage. J'ai eu très très peur de ce qu'il allait faire. Il est un peu creepy, on dirait un peu un harceleur au ralenti qui utilisait son pouvoir pour regarder les jolies meufs à dire tu sais comme dans Cashback, il ralentit le temps et il dessine les meufs à poil. C'est hyper bizarre et le moment, c'est vrai où il prend la saucisse, je me suis dit, mais non, mais cette scène déjà qu'elle est too much, mais au moins elle est dans la dramatisation. Maintenant, s'il prend une saucisse au mieux, la fout dans sa poche avec un sourire, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour dans ce Justice League Snyder Cut. On voit à quel point l'humour, c'est un truc forcé par le studio, que Snyder rejette ou pas, bon, peu importe, en tout cas, c'est à l'écran et ça pose problème. Et ça montre que dans ce film, au-delà de Joss Whedon, il y avait des problèmes en termes de tonalité qu'on retrouve même dans ce Director's Cut. Absolument, et d'ailleurs, il faut le dire, nous, c'est un truc qu'on a déjà écrit sur Écran Large il y a des mois, c'est que bien sûr, c'est un film qui est beaucoup plus proche de la vision de Snyder, ne serait-ce que parce qu'il l'a réalisé, mais en tout cas, la notion même de Snyder Cut est discutable, c'est-à-dire que c'est un film qui avait déjà commencé à être, bien avant que Snyder s'en aille, retouché, vraiment remalaxé, redigéré par le studio, et ça se sent notamment, typiquement dans l'humour, où je veux dire, ça n'est pas envisageable que lui ait voulu faire ça. C'est pareil quand Jeremy Irons essaye d'apprendre à Wonder Woman à faire du thé. Ça ce n'est pas possible. Non, c'est pas bien. Ou une espèce de blague qui en plus n'a aucun sens parce que c'est un truc qui ne sera jamais joué dans le film entre Bruce Wayne et Diana qui, alors c'est terrible, ils se frôlent la main en voulant toucher une souris d'ordinateur et on a 15 secondes d'échange genre oh pardon, oh on l'a dit en même temps, oh là là, oh j'ai le kiki tout dur, c'est horrible. C'est ridicule. Et d'ailleurs, parenthèse, si ça avait été dans un film où Joss Whedon est impliqué, on aurait dit que c'était lui, parce que dans Buffy, entre Willow et Alex dans la première saison, il y a exactement ce genre de petites choses un peu niaises ou mignonnes selon mon point de vue. Donc voilà. Il y a un truc aussi amusant, c'est que... Enfin amusant, non c'est triste. C'est que très globalement, si on essaie de dézoomer au-delà de ces trucs sur lesquels on est revenu, plein de choses ont été rajoutées, mais on a l'impression que c'est les choses les moins intéressantes et pertinentes possibles, comme si on regardait un DVD qui avait plein de scènes coupées, on se jetait dessus en se disant « chouette », on les voyait en se disant « en fait, vous avez eu raison de ne pas les mettre ». Il y a plein de moments où c'est rallongé, je pense notamment à ce chant en Islande, à la gloire d'Aquaman qui retire son pull et va dans l'eau, où on a un chant qui est plutôt joli, mélancolique, sur leur attachement, la mythologie par rapport à ce dieu des eaux, mais on a un long moment où il y a cette meuf, cette figurante qui prend le pull, le sniff, un plan sur son dos et te dit mais pourquoi ces 30 secondes, ces 20 secondes ne servent à rien, ça ne raconte rien, on dirait que c'est vraiment les chutes de ton truc et tu te dis clairement il faut couper. Oui, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que le film a toujours envie d'être sursignifiant et te fait pas totalement confiance. C'est-à-dire que, honnêtement, je veux dire, moi j'ai pas besoin d'une Islandaise de 20 ans, la larme à l'œil, en train de renifler le pull de Waterbro pour comprendre que Waterbro il est sexy et machin. Je pense que tous les plans où il retire son pull, le ralenti, on a compris qu'il est musclé et qu'il faut le regarder quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est là tu te dis genre ok les gars, ça va, enfin je veux dire il est déjà humide comme un mois d'octobre, j'ai pas besoin de la petite Islandaise qui pleure. Et vraiment des trucs comme ça, il y en a en permanence, comme tu dis. C'est toutes ces scènes coupées dont d'habitude on se félicite qu'elles le soient. Et le plus dingue, tu veux, c'est quand même moi quand le film se termine, j'ai l'impression que le film a duré 4000 ans, mais il a quand même pas réussi à trouver le temps de m'expliquer certaines choses. Ouais, les choses dont on voulait plus de détails. Parce que finalement, dans la narration, il y a des énormes blocs de flashbacks, de backstory qui sont posés, mais vraiment en plein milieu. En fait, l'idée d'un découpage en parties accentue déjà le fait que c'est un film qui est monté, pensé et construit en morceaux, et le fait qu'il y ait des parties entières qui ne font pas penser à l'intrigue, mais qui sont juste là pour nous donner du bonus, du cadeau, du détail, de manière beaucoup trop large, donne encore plus la sensation que c'est un montage de scènes plus qu'un film composé de scènes montées les unes après les autres. Ce qui donne à des moments un long exposé historique de Diana en voix off qui explique à Bruce Wayne, avec un moment on revient sur eux deux quand même, histoire de nous montrer qu'on est toujours dans le présent, pour expliquer toute la backstory. Et c'est vrai qu'on en parlait entre les tournages des deux vidéos, parce qu'on discute entre nous, du fait que ça aurait été pas mal de commencer le film peut-être par un prologue, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, pour expliquer toute la mythologie, pour nous détacher de l'histoire, plutôt que de créer constamment des parenthèses, ouvrir une parenthèse sur Cyborg, ouvrir une parenthèse
parenthèse sur la boîte mère, ouvrir une parenthèse sur, sur ce fight du passé. Constamment, le film avance, rétropédale, ouvre une parenthèse. C'est un peu comme quelqu'un de chiant qui va constamment ouvrir une parenthèse sur « Ah, t'aimes bien l'eau ?» Bah oui, j'ai goûté l'eau pour la première fois quand j'avais 3 ans. Et toi, mais tais-toi, avance l'histoire. Bah là, c'est pareil. Bah c'est ça, et du coup, t'as l'impression que chaque nouvelle scène est une scène d'exposition. Or, en termes de tempo et d'investissement du spectateur, je veux dire, tu ne peux pas toujours tout faire comme si chaque scène était une exposition. Moi, il y a un truc qui m'a particulièrement frappé. Assez tôt dans le film, tu as Papa Cyborg qui se fait kidnapper par les Parademons. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a vu des Parademons, je sais pas, peut-être 10 minutes avant dans le film, où ils ont pas été particulièrement introduits. Tu les vois arriver en plein écran, enfin voilà, tu les vois, la caméra te les montre. Et là, quand t'as la scène avec le papa de Victor, et ben tu as des plans, mais qui sont d'ailleurs très beaux, mais qui sont vraiment des plans d'introduction. Tu vois la silhouette, un peu comme dans un film d'horreur gothique, machin. Les plans sont très jolis, c'est pas le problème, mais vous me les avez déjà montrés dans BVS, dans le Nightmare, vous me les avez montrés dans le film 10 minutes plus tôt. C'est plus le moment de me les réintroduire. Et c'est pareil, Batman, c'est 5 ou 6 premières apparitions, mais vraiment les 5 ou 6 premières, littéralement, t'as toujours le plan en contre-plongée pour te dire « Je suis Batman !» Ouais, j'ai compris. Ouais, non, mais ce film de 4 heures, il a des énormes problèmes de rythme auxquels on pouvait s'attendre, mais ils prennent une forme assez étrange parce que on sent... moi, je pensais vraiment que Zack Snyder, en reprenant tout en main, il y aurait une harmonie, quoi, tout simplement. Et on ne sent pas du tout d'harmonie, on dirait vraiment que c'est un montage de plein de scènes bonus, avec des moments qui sont importants, qui restent à peu près plus ou moins intacts par rapport à la version cinéma, et par contre, il y a un bloc entier, bah tu vois, on parlait d'Iris, le sauvetage d'Iris ne sert à rien, à part les pouvoirs de Flash, on les voit avant, après, on les voit d'une autre manière. Iris, ça ne reviendra pas, donc c'était uniquement pour préparer un univers étendu qui, aujourd'hui, a priori, ne verra pas le jour sous la forme qui était préparé à l'époque, et son humour, on le voit d'une autre manière. Donc bref, il y a beaucoup de moments, on se dit là, un très bon monteur serait arrivé, aurait resserré le film, il aurait été beaucoup plus fort, peut-être que l'émotion aurait été là, ça n'aurait pas créé des espèces d'énormes trous narratifs comme ça. Donc ouais, c'est un espèce de produit un peu bordélique, on a l'impression que c'est un peu le désespoir du montage, de on fout tout dedans, de toute façon il y aura plus d'autres versions, donc je fous tout, et démerdez-vous pour reconstruire un peu la logique là-dedans. Mais d'ailleurs, c'est parfaitement assumé avec l'épilogue, qui lui, est vraiment, mais alors, le comble absolu du fourre-tout, quoi. Et qui d'ailleurs contient, a priori, les seules séquences qui ont été tournées spécifiquement pour le film, vu qu'on a, alors d'un côté, on va dire un espèce de truc qui fait penser à un épilogue de film assez classique. Oui, avec, voilà, très chiant. Voilà, très chiant avec ce cyborg assumant son héritage familial et sa nouvelle nature, alors qu'il écoute un enregistrement de son père qu'il avait refusé d'écouter. Qu'il avait détruit et puis qu'il a repris. Qui lui dit, toi aussi, tu seras un mauvais acteur, mon fils. Et puis ensuite, on a la deuxième incursion dans le Nightmare, où pour le coup, on va découvrir ces fameuses séquences qui nous ont donc été pas du tout spoilé par la promo du film, à savoir entre le Batman et le Joker et puis ses copains d'infortune dans un futur possible, dans un multivers possible. Et là, effectivement, oui, on a l'impression qu'il lui reste 3 cartes dans sa manche, il les lance en disant « De toute façon, je le ferai jamais, allez, marrez-vous ». Mais il y a un problème, pour moi, là, pour le coup, il y a et un problème technique et un problème artistique. Globalement, en plus, ce truc-là ressemble... Il y a un épilogue classique, comme tu disais, et ça, c'est vraiment la scène post-générique interminable, où je te dis, mais là encore, un bon monteur aurait resserré ta scène, elle aurait été sûrement beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. Mais pour donc redonner le contexte, c'est un autre épisode du Nightmare, du futur apocalyptique, où Darkseid a pris possession, en tout cas a mis la main sur Superman, qui est donc maintenant un méchant. Et là, on a il a littéralement mis la main, hein, parce que pour te l'expliquer, je veux dire, c'est un plan où il fait genre mais on sent que Superman fait mais en fait, je suis méchant. Avec Superman qui a entre les bras un cadavre qu'on suppose être celui de Lois, puisque vu comme il a l'air de pleurer et qu'il s'en fout des autres. Donc on a Batman qui est avec Cyborg, avec Flash qui sont dans des costumes du futur, donc pour Flash c'est plus intéressant parce que c'est pas un drap sur ses épaules comme Cyborg. Il y a Mera qui est super vénère et qui a droit à un très gros plan, très affecté, où Amber Heard a dit « Toi tu n'as pas tout perdu comme moi ». Il y a Deathstroke qui a visiblement trouvé un moyen d'aller chez le coiffeur, toujours entre temps. Et puis qui prend soin, hein, qui fait gaffe, hein, c'est quand même bien, c'est bien travaillé. Et t'as Joker donc sur la carrosserie d'une voiture, et un long échange entre Batman et Joker qui est donc un peu l'énorme enjeu qui avait été teasé. Alors globalement, on a la sensation que ce truc-là, c'est un peu en roue libre, hein. Il a fallu faire exister ce Joker, donc formellement, comme tu disais, c'est assez chelou, parce que t'as beaucoup... Alors, je suis peut-être moins radical que toi, alors dis-moi tout ce que t'en penses. Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que on s'est dit qu'on pouvait le faire, on s'est dit qu'on allait le faire, et que ça a été tourné sur un fond vert dans les toilettes de chantier, c'est-à-dire qu'on a des plans ultra serrés sur leur visage. Tu vois, en gros, t'as ce qu'on appelle un establishing shot, un plan général au début de la séquence, puis une fois au milieu pour bien te dire genre regarde ce grand décor apocalyptique, et après on est super serré sur les personnages, au flou derrière, enfin tu vois, on travaille un peu la focale comme ça, et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est un cache-misère. J'ai des gros plans de visage de personnages qui sous-entendent que peut-être il s'est passé des choses et que du coup éventuellement on va en faire.
Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est assez étonnant, on va dire. Je trouve que visuellement, c'est assez. Ça m'a plutôt amusé de voir à quel point il assumait des plans flous entièrement, à quel point ces très gros plans, en plus avec ce format un peu à la carré, à 1,33, 1,44, peu importe, un point quelque chose, c'était assez inhabituel. Et maintenant que j'y pense, je me dis, on dirait quasiment un songe, un cauchemar, un peu comme dans les jeux Arkham, où à un moment le Joker est mort, finalement il hante Batman, personne n'adresse la présence du Joker à part lui, et ça devient quasiment un dialogue un peu mental. Après, c'est too much parce que ça s'étire trop, que c'est trop dans le teasing, que c'est trop dans le sous-entendu, donc en fait ce truc il dure plusieurs minutes, une seule aurait été largement suffisante. Mais c'est ça, et en plus j'ai l'impression que les mecs se sont dit attends, on veut pas qu'on nous reproche d'avoir fait une scène post-générique à la Marvel, on va faire durer ça 6 minutes. Tu fais bah ouais, mais non. Puis en plus, il y a un peu cet effet de prenons tous les seconds couteaux, les gens qui en fait étaient dispo ce jour-là, donc Amber Heard, doit être dispo, Joe Manganiello, il doit être dispo aussi, 10 ans qu'il est dispo. Cyborg et Flash, bon allez, ils sont dispo, et les héros, ils sont... On nous a montré qu'ils étaient morts dans un autre flashback par le passé, Wonder Woman et Aquaman étaient morts, donc tout ça est relié. Il y a un peu beaucoup de teasing, un peu gras, un peu bon, à quoi bon. De toute façon, on sait que le futur est le chaos, on l'a vu dans Batman vs Superman. Je suis pas sûr qu'on rajoute une couche vraiment intéressante. Ils sont sur un vieux pont pourri, ils prennent quand même le temps de faire des monologues à un moment à découvert. Superman arrive, oh surprise, il les a trouvés. Bah ouais, c'est bizarre que ce mec il les ait retrouvés comme ça à champ libre. Mais donc c'est un petit peu étrange. Je suis pas sûr que... Je sais pas à quel point ça va exciter les gens ou les agacer au possible, ce truc-là. Oui, en plus je trouve ça d'autant plus risqué que, comment dire, le Joker de Jared Leto a des fans, comme les chiens ont des poux, mais est-ce que ça suffit à monter une civilisation et on va dire un grand fandom? Je n'en suis pas sûr. Non, je trouve ça très risqué en fait de miser comme ça, tu vois, de l'excitation sur ce Joker qui à mon avis n'est là, enfin plutôt cet interprète n'est là que pour ne pas avoir de problème judiciaire, tu vois. L'ego est signé, il doit encore avoir une participation à faire et en gros c'est si, attends, on t'a dit qu'on allait pas te virer, viens donc le faire dans la suite du film Ouais, culte. en plus tu sens un peu ces rires classiques du Joker, un peu les cris du désespoir, de toute façon c'est maintenant ou jamais, donc je vais le faire. Donc c'est vrai que à la fin on se dit certes les plans envisagés, prévus à la base d'une trilogie sont assez cool parce qu'il y a des perspectives chaotiques qui sont cool, mais je suis pas sûr que cette nouvelle pièce dans la machine était nécessaire parce que c'était déjà suffisamment stimulant dans Batman vs Superman en fait tout ça. C'est ça, et surtout tu n'obtiens aucune information que tu n'avais pas dans Batman v Superman. C'est-à-dire qu'il y a un futur apocalyptique, bon bah c'est le même, Darkseid règne, c'est le même, Superman est devenu méchant, c'est la même, bon ok il y a le Joker, merci, mais enfin voilà, on te le refait, on te donne pas d'infos en plus. Et puis alors, par contre, une fois que ça s'est réglé, je veux dire, le Bruce Wayne, ça a pas l'air de l'exciter plus que ça, quoi. Il se lève, son café, il se dit « Oh punaise, je fais des rêves bizarres en ce moment, oh, faut que j'arrête le vermouth. » Et là, merveilleux. Surprise. Non mais c'est ça. Et là arrive Martian Manhunter, qui t'a pourtant déjà été teasé dans le film. Alors tu te dis, oui, bah c'était à ça qu'elle servait la scène de motivation oui, de qui était Lois déjà Lane. pas très indispensable. C'est ça. Et là, on te le remet pour te dire, genre, vraiment, si j'avais fait un film d'après, on serait allé chercher la recette d'Antivie. Et pareil, attends, on a eu 4 heures de film, les mecs sont incapables de bien t'expliquer ou de te rendre cette notion de anti-life intéressante. Or, et attention, je sais pas une critique des comics, je parle spécifiquement des films. Je veux dire, tu ne comprends pas en fait quel est l'intérêt d'aller chercher l'anti-life alors que manifestement il a les Motherbox qui sont assez anti-life. Oui, c'est un peu flou, on essaie de te teaser un peu la mythologie, d'en fait c'est incrusté dans la croûte terrestre, donc en fait quand j'ai tapé le sol, je l'ai vu, c'est ça, en fait la clé c'est la planète. Moi ce que j'aime bien avec Martian Manhunter, c'est déjà que c'est que, comme dans la série animée La Ligue des Justiciers, c'est un personnage qui est vachement beau visuellement, qui a un passé très traumatisant, qui en plus a une nature totalement différente des autres. Alors Superman on le connaît, mais lui c'est un alien qui a des pouvoirs dingues, il peut se rendre invisible, il prend l'apparence de tout ce qu'il veut, enfin bref, c'est hyper stimulant. Le rendu est franchement assez beau, je trouve que il a un très beau design. Ouais, et sa peau et la texture est plutôt soignée. Après ça, quand il arrive à la fin, on se dit, bon bah clairement c'est encore un ultime cadeau, un ultime morceau de popcorn que tu donnes, pour qu'on se dise, ok, ça aurait été vachement cool. Encore une fois, je sais pas à quel point tout ça c'est censé me donner, nourrir de l'excitation, de la frustration, et c'est ça tout le dilemme et tout l'enjeu face à ces 4 heures de film en fait. Mais c'est ça, et moi j'ai beaucoup de mal à trancher là-dessus. Enfin, alors, je penche plutôt du côté de la frustration parce que tu vois, le truc que je peux pas m'empêcher de me dire, qui pour moi est ou franchement raté, voire va même un peu vers le je m'en foutisme, c'est-à-dire que, je veux dire, t'as Bruce Wayne qui vient. D'accord, ok, il y a eu une victoire, il va un peu mieux, il a trouvé la foi. Néanmoins, voilà, on va dire, c'est pas le premier des guélurons. Le type se réveille le matin, t'as un extraterrestre flottant qui lui dit genre, et attention, ça va quand même être grave la de mer. Et le type lui dit, bah ok, tu prends un café? Oui, c'est vrai qu'il a pas l'air plus perturbé que ça. Ah non mais voilà, c'est ça, il suffisait qu'il reste un peu interdit, ou même qu'on ne filme pas le reaction shot et qu'on suive Martian Manhunter s'en allant après sa proposition, ou même qu'on reste sur Martian Manhunter, tu vois, qu'on s'embête pas avec comment tu réagis quand il y a un martien qui arrive au petit-déj. Et voilà, et cette espèce moi de petit faux pas encore jusqu'au bout, jusqu'à la fin,
jusqu'à la fin, donc qui a été tourné spécialement, je me dis, putain, c'est compliqué quand même. C'est vrai que c'est un peu comme le Retour du Roi, j'ai l'impression qu'il y a un peu fin, après fin, après fin, après fin, sauf que là, il n'y a absolument pas la sensation d'une fin, puisque c'est que des portes ouvertes. Et pourtant, le film a pris soin d'un peu refermer quelques portes avec Bruce Wayne qui révoque le Nightmare en disant « Ah, mais je crois que Flash, en fait, je l'ai vu, il m'a parlé d'une clé, c'est peut-être Lois, mais peut-être pas ça. » Donc c'est assez intéressant qu'ils se disent « Ok, je reboucle, je l'évoque au moins une fois. » Mais on arrive à la fin avec plein de portes, de couloirs ouverts dans tous les sens, et on se dit « Ok. » C'est là qu'on arrive un peu à la conclusion de cette vidéo en se disant « Est-ce que c'est un film pur plaisir pour les fans ou est-ce que c'est la meilleure prise d'otage du monde dans l'industrie hollywoodienne? Parce que maintenant, est-ce qu'il va y avoir un autre mouvement pour soutenir Justice League 2 sur HBO Max? Est-ce que Zack Snyder il va dire non, si peut-être? Est-ce que les gens vont vouloir d'une suite? Qu'est-ce qui va se passer dans les 40 prochaines années? C'est ça. Écoute, moi je suis incapable de te dire. Alors, il faut pas moi qui ai longtemps dit il n'y aura jamais de Snyder Cut, je vais bien me garder de dire il n'y aura jamais de Snyder Cut 2. Tout simplement, ça va dépendre du succès ou non du projet. En revanche, oui, moi il me semble que hors les États-Unis, ça a peu de chances de déclencher un espèce de raz-de-marée d'attention, tout simplement parce que voilà, il faut se méfier. Snyder n'est jamais un type qui a réussi des succès monstrueux à la Marvel. Jamais. Le précédent film a considérablement abîmé la marque Justice League. Donc voilà, de là à ce que le Snyder Cut soit un succès à la hauteur, je veux dire, de ses ambitions, hein, c'est pas évident, c'est loin d'être gagné. Peut-être c'est le Joker HBO Max qui peut tout changer, puisque Zack Snyder lui-même a dit que sans HBO Max, ce Snyder Cut aurait clairement pas vu le jour, en tout cas pas du tout sous cette forme. Peut-être que maintenant qu'il faut attirer des abonnés et que de toute façon c'est le bordel dans les annonces parce qu'il y a des films et des séries de tous les côtés, on n'arrive pas à s'y retrouver dans la timeline, peut-être qu'ils vont assumer comme dans les comics qu'il y a un peu des choses dans tous les sens. Peut-être que le futur de la Ligue des Justiciers passera par HBO Max, je sais pas si Gal Gadot a d'autres choses à faire en ce moment. Mais je pense que t'as entièrement raison, ça ne peut passer que par HBO Max et peut-être pour le coup par un peu de, non pas de repompage, mais d'inspiration de la stratégie de Disney, c'est-à-dire que je pense qu'il serait très malin, vraiment... Moi, là où il serait le plus malin, demain, ils annonceraient une super série ou une mini-série avec un super budget, ou un budget conséquent, sans forcément que Snyder soit réalisateur, mais tu vois, producteur ou en gros, on va dire gardien du temple. Je suis sûr qu'il surexciterait à mort et que là, il pourrait, tu vois, avoir le temps d'initier et de prévoir aussi, de construire une vraie hype. Et ça, ce serait un truc très malin. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il y aura aucune continuation. La question, c'est plutôt de savoir sous quelle forme. Est-ce que ça va être juste sous forme de comics, qui va écrire la fin de sa trilogie sous forme de comics? Est-ce que ça va être une série? Est-ce qu'il va y avoir des dérivés? Est-ce que Martian Manhunter aura droit à une série? Il pourrait, hein, parce que c'est un personnage hyper intéressant, qui est, et de toute façon, à l'époque où il faut absolument lancer des contenus pour nourrir les plateformes de streaming, et qui a un univers de super-héros, il y a matière à. Les seules questions qui sont plus ou moins intéressantes ou drôles à regarder de loin, c'est que ce Justice League Snyder Cut explique à quel point la direction actuelle des films d'ici n'est pas du tout alignée avec ce qui était prévu à la base. Donc ça peut donner un peu l'impression qu'en comparaison c'est terne aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de films de super-héros solo, il n'y a pas une vision cosmique qu'il y a normalement dans les comics et qui exciterait tous les fans. Donc est-ce qu'ils vont essayer sur HBO Max d'aller dans cette direction cosmique comics, mais par le petit écran avec le streaming, parce que ce serait logique, comme le Snyder Cut, je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer qu'il y aura le Snyder Cut et absolument plus rien après, sous aucune forme que ce soit. Oui, et puis tout simplement, c'est bête à dire, mais ils vont quand même devoir se taper via les réseaux sociaux et dans les médias tous ceux qui ont attendu pendant 4 ans que ça arrive, que le miracle soit possible, maintenant le miracle est possible, je pense que leur dire genre bon écoutez maintenant que vous êtes sage, vous rentrez à la maison, vous le regardez en boucle et puis s'il vous plaît vous l'achetez numériquement, vous n'allez pas nous la faire à l'envers, ça va pas être évident. C'est-à-dire que déjà on le voit, il y a le hashtag Restore the Snyder Cut, alors que moi je vous dirais déjà les mecs commençaient par Finish the Snyder Cut, hein, ce serait déjà pas mal. Mais oui, ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ils vont le tenter, ils en auront envie. Moi j'imagine mal tous les fans de Snyder dire non mais ça va, je suis bon, je suis bien là. Bon, c'est comme ça qu'on conclut cette vidéo. On a un peu parlé de ce qu'on pensait avec spoiler dans les détails. Il y a encore plein de choses à aborder et on va en parler encore pendant des années sur l'écran large. C'est à la fois notre bénédiction et notre malheur. C'est notre croix à porter, mais c'est aussi notre joie chaque matin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé une fois que vous l'avez vu, à quel point vous nous détestez pour avoir eu un avis comme ça sur ce film, et surtout ce que vous imaginez pour la suite. Et en attendant, il faut absolument vous abonner à Écran Large parce que qui va vous parler de Snyder Cut sinon? Merci, à bientôt, salut. Pareil.